Donc, bonjour à tous et à toutes, en présence et pour celles et ceux qui nous prendront en différé, en replay, et bienvenue dans ce troisième web atelier organisé par le CIRAD et le F3E. On va revenir un petit peu sur ce partenariat en introduction, mais aujourd'hui, on va parler de décoloniser l'évaluation. Et nous avons comme invité Minji Cho, évaluatrice indépendante, qui va être la principale intervenante aujourd'hui, puisque on va très vite s'effacer, Chloé et moi. Donc, nous aurons également Chloé, qui va prendre la parole juste après moi, qui est donc chercheuse en évaluation d'impact, en évaluation d'impact, pardon, de la recherche agricole pour le développement, et qui donc travaille au sein du CIRAD, fait partie de l'équipe INPRESS. Et quant à moi, je suis Paul Denis, je suis responsable de programme et référent approche orientée changement et suivi évaluation au sein du F3E. Donc, je l'ai indiqué en introduction pour les gens qui étaient déjà arrivés, si certains nous rejoignent à l'instant, vous avez la possibilité de suivre ce web atelier en français ou en anglais. Pour ce faire, il vous suffira de choisir le bon canal audio en cliquant sur la petite icône d'interprétation dont vous voyez la représentation sur votre écran, si tout va bien. Et donc, vous choisissez le canal qui correspond à la langue que vous souhaitez entendre. Donc, là, on commence en français, mais on va avoir l'essentiel de notre web atelier qui sera en anglais, puisque c'est Minji qui interviendra. Voilà. Peut-être commencer du coup par un petit mot sur la collaboration entre CIRAD et F3E. Pourquoi les deux organisations ont choisi de s'engager dans cette collaboration? Eh bien parce que ça fait maintenant plusieurs années que CIRAD comme F3E travaillent sur des sujets ou des enjeux communs. On travaille notamment sur les approches orientées changement et sur le suivi évaluation orientée changement. Je ne vais pas revenir sur ces concepts-là. Vous pouvez trouver dans le précédent euh, web atelier qu'on a organisé, qui est disponible aussi sur la chaîne YouTube du F3E, une petite présentation un peu plus poussée de ce que sont les approches orientées changement. Euh, on travaille également en lien avec le CIRAD sur les inégalités, les asymétries de pouvoir. C'était d'ailleurs une des thématiques du précédent web atelier également avec Michael Schneider, euh, mais qui ce sera également une thématique centrale aujourd'hui, bien évidemment. Donc pourquoi cette collaboration? Au-delà de sujets d'intérêt commun, c'est aussi que on trouve ça intéressant de croiser nos publics, très schématiquement, des publics qui sont plutôt ceux de professionnels de la coopération internationale, de la solidarité internationale, issus d'un public majoritairement ONG pour le F3E, même si c'est très réducteur, un public peut-être un peu plus divers, avec un ancrage fort dans la recherche également du côté du CIRAD. L'idée, c'est aussi de se nourrir de ces différences et des différences aussi entre ces publics ou ça va dire ces cibles historiques de nos organisations pour apprendre, pour échanger et pour ouvrir un peu les perspectives. Je passe rapidement là-dessus. Simplement rappeler pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, vous dire quelques mots de présentation du F3E avant de céder la place à à Chloé pour qu'elle vous fasse présentation également du CIRAD et du point où le CIRAD en est justement par rapport aux enjeux évaluatifs. Le F3E, c'est un réseau principalement constitué d'ONG, de collectivités territoriales, de syndicats, de fondations qui existent depuis un peu plus de 30 ans, puisqu'on a fêté nos 30 ans l'année passée. Donc, on est né en 1994. On travaille historiquement sur les enjeux évaluatifs, évaluation, suivi évaluation, mais pas que. On travaille également sur des enjeux comme ceux de capitalisation. Et puis, depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, le F3E s'est également de plus en plus ouvert à des méthodologies innovantes ou à des approches innovantes, notamment vectrices de changement ou de réduction, en tout cas des inégalités, des perspectives transformatrices, quoi. Et puis, du coup, les deux exemples les plus évidents dans ce sens-là étant les approches orientées changement ou l'approche intersectionnelle de genre, qui sont fortement portées par le F3E depuis maintenant plus de 10 ans. Je me permets également de vous rappeler de couper vos micros si vous le voulez bien. Euh, je le ferai sinon de mon côté. Euh, Quelles activités pour le F3E? Alors, notre activité historique, c'est d'accompagner des études. On cofinance, on appuie, on accompagne à la mise en œuvre de ces études. On a également un centre de formation. On anime pas mal d'événementiels publics également, sous forme de communautés de pratique, communautés d'échange ou des événementiels comme euh, celui-ci.
On a depuis aujourd'hui plus de 10 ans également, et c'est très lié au développement des approches orientées changement et de l'approche genre, intersectionnelle de genre. On a également des programmes d'expérimentation méthodologique où il s'agit d'aller plus loin, d'approfondir les éléments de méthode qu'on propose au travers de l'expérimentation de certains de nos membres de ces mêmes éléments de méthodologie. Et puis, on se lance également depuis maintenant 6 ans, un peu plus de 6 ans, dans des projets exploratoires. Et il y en a un qui est à venir et qui semble particulièrement résonner avec le thème d'aujourd'hui, c'est Nouvelles Alliances Sud-Nord. Je crois qu'on a dans la salle ma collègue Magnolia. Si Magnolia, tu veux nous en dire un mot pour dire un petit peu qu'est-ce que c'est l'avenir du F3E sur ces enjeux-là, avant qu'on se tourne vers le CIRAD? Oui, Je laisse te merci. présenter. Merci Paul. Et bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, au F3E, on anime des projets exploratoires. Donc on a déjà animé deux. L'objectif, c'est de s'intéresser à des enjeux, on va dire, émergents pour le secteur et d'aller recueillir différents témoignages de personnes, de collectifs et d'organisations qui partagent un petit peu leurs pratiques sur ces enjeux-là. Et donc le nouveau projet là, sur lequel on commence à travailler, donc c'est un projet qui vise à aller chercher des témoignages et des partages d'expériences sur comment reconfigurer des alliances entre des organisations de la société civile des Suds et des Nords pour essayer de mettre en lumière un peu comment ces organisations elles peuvent se repositionner dans ces partenariats et qu'est-ce que ça implique en termes de pratique et de posture. Donc c'est un projet qui débute tout juste, qui donnera lieu à une production immatérielle. On ne connaît pas encore la forme, elle sera déterminée avec les contributeurs et les contributrices. Mais voilà, tout ce travail il va avoir lieu l'année prochaine et donc ça portera notamment sur les questions de décolonisation. Et l'intérêt aussi de ces projets-là, c'est qu'on va aller chercher un petit peu partout des organisations parmi les membres du F3E, mais au-delà aussi, essayer d'avoir une diversité de profils, de structures, de personnes à travers le monde pour ces contributions. Donc vous allez découvrir ce résultat-là d'ici, à partir de l'année prochaine, on commencerait à avoir un petit peu plus de choses concrètes à vous partager. Mais voilà, c'était juste pour vous dire qu'on travaille là-dessus. Beaucoup Magnolia, et donc vous dire si vous souhaitez aller plus loin, découvrir davantage de nos ressources et suivre l'actualité de ce projet à venir que vient de nous présenter en quelques mots Magnolia, notre site réseauf3o.org, notre LinkedIn, vous avez également le lien à l'écran, et puis la meilleure façon de vous informer, c'est d'aller suivre notre newsletter, nos actualités. Vous avez un bouton Je m'informe qui sera disponible dans la présentation et qui est également présent, bien entendu, sur notre site. Je ne prends pas plus longtemps la parole, je me tourne vers Chloé. Chloé, est-ce que tu veux bien te présenter et nous présenter le CIRAD? Tout à fait. Bah, je vais d'abord vous dire quelques mots sur le CIRAD et l'équipe Impress dont je fais partie et qui co-organise ce webinaire. Et ensuite, je vous préciserai l'intérêt que nous portons à la thématique que l'on explore aujourd'hui. Donc, le CIRAD, c'est le Centre français de coopération internationale de recherche agronomique pour un développement durable des régions tropicales et méditerranéennes. Donc, avec ses partenaires, que ce soit des instituts de recherche, la société civile, des acteurs publics, des ONG, des entreprises, on mène des projets de recherche et de recherche-action pour développer des agricultures plus résilientes dans le sud global. Et on intervient actuellement dans plus de 100 pays. Donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est que le CIRAD est né de la fusion de plusieurs instituts de recherche agronomique coloniales qui ont été créés dans les années 40. Mais du coup, depuis les années 80, le CIRAD s'est fortement engagé pour faire évoluer et ses thématiques de recherche et ses modalités d'interaction avec les acteurs du Sud global, en mettant au cœur de sa stratégie et de ses activités le partenariat. Ce partenariat, il va s'opérationnaliser via, par exemple, l'accueil de chercheurs étrangers au CIRAD, l'affectation de chercheurs ciradiens pour plusieurs années à l'étranger, de la formation accessible aux personnes de différentes nationalités, bien sûr des projets de recherche, mais aussi 21 dispositifs de recherche en partenariat. Donc, qu'est-ce que c'est ces dispositifs? C'est un peu une spécificité dans le monde de la recherche pour le développement. Ce sont des alliances de long terme au sein desquelles une diversité d'acteurs, donc ce que j'ai mentionné tout à l'heure, définissent ensemble une programmation de recherche partagée, puis la mettent en œuvre via un portefeuille de projets. Donc, je parlais tout à l'heure de Sud global ou des Suds, et il peut y avoir plusieurs définitions.
Aujourd'hui, je vous en propose une qui est celle de Boaventura de Sousa Santos, et désolée si j'écorche son nom, qui qualifie le Sud global du monde qui a résisté contre la rationalité coloniale venant du Nord, où il oppose du coup le Sud global à l'Euramérique. Next. Donc, je vais désormais vous parler de l'équipe Impress. Donc, Impress pour Impact of Research of the South. Donc, cette équipe au CIRAD a pour mission d'accompagner ce qu'on appelle la culture de l'impact au sein de l'établissement. Donc, plus concrètement, ça veut dire nourrir une réflexion au sein des chercheurs et de leurs partenaires et les outiller pour améliorer leur compréhension des mécanismes via lesquels la recherche et ses partenaires contribuent à générer des impacts sociétaux de long terme et on espère positifs. Donc l'équipe Impress propose différents accompagnements aux équipes de recherche à différents moments du cycle de vie des projets ou des interventions. Donc tout d'abord l'approche Impress ex ante et une approche de planification stratégique de projets de recherche où on construit avec les différents acteurs que je mentionnais une théorie du changement au démarrage du projet. Donc l'idée, c'est de formuler collectivement une vision partagée des chemins d'impact plausibles. On fournit également un accompagnement à la conception de systèmes de suivi et évaluation pour l'apprentissage. On propose des accompagnements d'évaluation de changement ou outcome harvesting qui ont lieu plutôt en fin d'un projet, donc au bout de 4, 5, 6 ans. Et on propose enfin d'évaluer via la méthode Impress ex post la contribution de la recherche à des processus d'innovation de long terme. Donc c'est une approche participative et basée sur la théorie où on reconstitue collectivement le chemin d'impact d'une intervention de recherche en partenariat ou d'une succession de projets. Donc minimum 10 ans après le démarrage d'une intervention et souvent après plusieurs dizaines d'années, ce qui permet vraiment d'avoir du recul sur qu'est-ce qui reste après les projets, quels sont les réels impacts de la recherche en partenariat. Quand j'ai découvert le travail de Minji l'année dernière, j'ai souhaité l'inviter à présenter ses travaux sur la décolonisation de l'évaluation parce qu'ils font écho à plusieurs questions que l'équipe Impress se pose. En effet, dans nos activités quotidiennes, on opère dans un contexte post-colonial qui peut être marqué par de fortes asymétries de pouvoir ou de fortes inégalités, notamment entre les acteurs du Nord et du Sud global. Donc ces inégalités, elles peuvent être liées à l'accès au financement, aux infrastructures, aux écarts de salaire entre les parties prenantes, mais aussi à des phénomènes plus intangibles, comme par exemple la non prise en compte de certaines idées, de certaines valeurs, certaines connaissances ou épistémologies dans les activités de recherche qu'on mène. Du coup, face à ce constat, l'équipe Impress a initié plusieurs travaux pour nourrir une démarche réflexive qui vise à comprendre les effets que produisent nos approches et nos outils dans le but de les améliorer. À titre d'exemple, c'est le petit 1 là, je mène actuellement des enquêtes auprès des acteurs qui ont participé aux accompagnements Impress ex ante et au processus de suivi et évaluation pour l'apprentissage pour analyser si ces approches permettent ou pas d'atténuer les asymétries de pouvoir que je mentionnais tout à l'heure pour développer des partenariats de recherche transdisciplinaires plus équitables. Un autre type d'exemple. Ah, je vois dans le chat que des gens disent que l'écran n'est plus partagé. Est-ce qu'on fait une petite pause technique? Est-ce que ça va mieux ainsi? C'est bon, ouais. Ok. Puisque a priori, tout allait normalement bien, mais ok. Les gens disent que c'est ok. Alors, continuons. Excuse-moi. Je Je t'en continue. prie, Chloé. Ouais, voilà. Et je disais, un autre travail qu'on est en train de mener vise à analyser les asymétries ou les effets d'exclusion que les approches Impress peuvent produire ou renforcer, toujours dans cette optique de les corriger. En effet, c'est des approches qui ont vraiment été pensées et qui sont déployées pour favoriser la participation. C'est des approches qui reconnaissent la légitimité de différents types de savoirs, qui encouragent le dialogue entre savoirs comme base pour la co-construction. Mais
Elles ont été aussi développées, financées, et c'est des approches qui sont animées, facilitées, principalement par des acteurs du Nord global, qui peut nous conduire parfois à, sans le vouloir, ignorer ou exclure certaines personnes des processus que l'on accompagne. Du coup, on a initié des travaux pour comprendre quelles sont les valeurs qui sous-tendent ces approches, quels sont les acteurs qui dominent, quelle est l'étendue et l'intensité de la participation. En d'autres termes, qui est-ce qui participe et qui influence les différentes phases de l'évaluation, dès son design jusqu'à sa valorisation, et quelles sont les retombées de l'évaluation, qui en bénéficie. Et on se pose aussi la question de savoir si on arrive à prendre en compte la diversité des connaissances et des représentations des différents groupes socioculturels qui participent. Par exemple, il y a un outil qu'on utilise beaucoup qui est le chemin d'impact. Et on se demande si voilà, c'est un outil qui parle à tout le monde pour penser le lien entre le présent et le futur, pour réfléchir à des liens de causalité, etc. Mais tous ces travaux sont encore en cours de développement. Et donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Minji, qui a, elle, déjà eu plusieurs années pour réfléchir à ces questions. Alors, ne soyez pas surpris, on va avoir un petit temps de latence pour le temps de mettre tout le dispositif en place. Euh, Menji va partager son écran et va pouvoir commencer son intervention. Okay. Well, hello everyone. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je vais partager mon écran tout d'abord pour que nous puissions commencer la présentation d'aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est en train de charger. Okay, so everyone can see. Okay, let me put this into presentation mode. Alors, je vais le lancer en mode présentation. Can everyone see my presentation slide? Great, thank you. Thank you, Paul. Thank you, Chloe. So once again, my name is Alors, Minji merci Cho, donc. Je m'appelle Minji Cho. Merci giving me this beaucoup opportunity de m'avoir donné l'opportunité de partager avec vous important findings about des résultats et des conclusions importants sur la décolonisation de l'évaluation, le cadre de décolonisation d'évaluation. Donc, je voudrais partager avec vous, comme nous allons parler de la décolonisation de l'évaluation, je voudrais donc parler un petit peu des cadres desquels nous venons dans la décolonisation, le type de conception d'étude de l'étude et les principes de l'évaluation de la décolonisation de l'évaluation, les principes et les résultats et les applications de ces principes, donc à travers des processus et des résultats. Et à la fin de cette présentation, nous allons aussi parler de comment nous pouvons mettre en place ces principes de décolonisation de l'évaluation à travers mon expérience avec quelques exemples, quelques cas pratiques qui vous montrent la décolonisation de l'évaluation en pratique. Mais avant de rentrer dans la littérature de la décolonisation, je pense que ce serait peut-être intéressant de partager avec vous mon histoire personnelle et pourquoi je me suis lancée dans la décolonisation de l'évaluation. Donc, j'ai commencé avec mes études et de ces dernières années. Et je me suis lancée vraiment dans la décolonisation de l'évaluation véritablement il y a 15 ans, lorsque j'ai commencé à travailler avec un pays partenaire, l'Éthiopie. Et donc, je travaillais sur un programme de développement international à travers donc un programme éducatif avec des équipes locales, des collègues locaux. Et
Attendez, je vais faire une petite pause. Je vais reprendre un petit peu du début. Je suis de Corée du Sud, mais je réside maintenant en Californie, aux États-Unis, mais j'ai grandi en Corée du Sud et j'ai fait toutes mes études là-bas. Et donc ensuite, après mes études et mes études dans les pays occidentaux, je me suis intéressée, j'ai commencé à réfléchir à la façon dont nous travaillons en termes de conception des programmes et d'évaluation, de recherche, parce que beaucoup des cadres dans lesquels nous travaillons, dans les communautés, avec les partenaires, avec les organisations, ne reflètent pas forcément nos valeurs. Et donc parfois, nous ne les consultons même pas. Nous ne consultons même pas nos propres valeurs lorsque nous faisons de la programmation, de la conception de programmes et d'évaluation. Et donc, en travaillant avec mes collègues en Éthiopie, je me suis vraiment posé la question sur ces cadres que nous apportons dans nos programmes. Et donc, avec mon collègue et ses 30 années d'expérience dans le secteur et dans le secteur du développement, aucun des donateurs, des bailleurs, leur demandait, leur posait des questions sur leurs valeurs et comment ils définissaient la réussite du programme, comment ils voyaient le bien-être, ou ils évaluaient le bien-être de la communauté. Et donc ça m'a frappée. Et à ce moment-là, j'ai commencé à me poser la question de comment, qu'est-ce qu'est-ce qui est le programme, la conception de programme qui peut être porté par le local. Et donc à travers différentes techniques, différents outils que nous pouvions utiliser à travers des approches, des méthodes participatives par exemple. Et dans ces approches participatives, je me suis rendu compte que nous étions toujours en train de travailler donc, à cette approche participative en invitant des personnes, mais ça m'a fait me poser la question de est-ce que cela est suffisant? Et donc, je me suis demandé comment nous pouvions changer notre dynamique de pouvoir lorsque nous concevons des programmes d'évaluation ou de recherche, ce qui m'a amené à réfléchir à la décolonisation de l'évaluation. Donc, j'ai beaucoup appris dans la littérature du secteur sur l'évaluation responsive, culturellement responsive et l'évaluation autochtone. Et donc, je me suis dit, si nous avons ce type d'approche, comment ces approches peuvent véritablement nous aider à une décolonisation de l'évaluation? Donc, je voulais vraiment démailloter les détails de la colonisation et de l'évaluation colonisée. Donc, je me suis servi de la littérature disponible sur la décolonisation et donc je voulais vous demander si vous vous sentez familier avec ce concept de la décolonisation, parce qu'il y a de la décolonisation de l'évaluation. Parce que il y a quelques années, quand j'ai commencé à travailler, les gens me disaient oui, le terme a du sens, mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Donc, la première de mes questions, c'est est-ce que vous êtes familier? Dans quelle mesure est-ce que vous connaissez le concept de la décolonisation de l'évaluation? Et la deuxième question que je vais vous poser après ça, c'est qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous entendez le terme de décolonisation de l'évaluation? Donc, je vais utiliser la plateforme Mentimeter. Donc, vous pouvez scanner le code QR qui Voilà. Et comme ça, vous pouvez utiliser la plateforme pour répondre tous en même temps. OK. Donc, on peut voir les réponses qui s'affichent. Donc, il semble que tout le monde
soient plus ou moins familiers avec cette idée. Alors, j'imagine que vous avez déjà entendu la terminologie, décolonisation de l'évaluation, mais peut-être que vous ne savez pas exactement ce que ça signifie. Oui, donc le terme vous dit quelque chose, mais si vous deviez le définir, ce serait un petit peu difficile, n'est-ce pas? Donc, je pense que ça montre vraiment l'état de connaissance, de compréhension de la décolonisation de l'évaluation. Alors, je vais passer à la question suivante. Donc, maintenant, j'aimerais avoir vos idées lorsque vous entendez le terme donc de décolonisation de l'évaluation. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? La plupart de mes amis m'ont dit, ah, mais ça a l'air génial. Donc, allez-y, partagez vos idées. Oui, tout à fait. Ça, c'est très important. Partagez votre expérience au niveau des dynamiques de pouvoir qui peuvent être complexes, difficiles, oui, tout à fait. Et tous les challenges qui se mettent en place avec les dynamiques de pouvoir, le pouvoir d'agir. Oui, être ouvert d'esprit en tant qu'évaluateur ou chercheur. Alors, il y a du français, je suis désolée, je ne comprends pas tout, mais j'espère que tout le monde peut voir ce qui est écrit à l'écran. L'ethnocentrisme, oui, et la déconstruction du point de vue des locaux, d'adaptation. Oui. J'adore ce mot. Oui, c'est vraiment super. Oui, c'est exactement à ça qu'on pense quand on pense à la décolonisation de l'évaluation. Donc, c'est le type de choses que je voulais démailler avec cette étude. Et donc, je vais retourner, si vous me laissez une petite seconde, à la littérature. Voilà, pour partager mon écran. Donc, nous savons que l'héritage de l'impérialisme et du colonialisme, l'occupation territoriale, l'exploitation par le pouvoir a fait beaucoup de dégâts. Et même au niveau historique, économique, il y a eu donc de l'impérialisme, le colonialisme qui persiste dans les systèmes mondiaux au niveau politique, économique, culturel et scientifique. Et cela a créé du racisme structurel, de la discrimination, comme on peut le voir aux États-Unis, par exemple. Et donc, c'est un impact sur les politiques, les perspectives et les pratiques coloniales. Et donc, cela a influencé notre système éducatif et la hiérarchie, la supériorité des connaissances. Dans la recherche, ça nous a amené à une idée de supériorité voilà, des connaissances qui a affecté notre recherche et notre évaluation. Donc, en ayant ces politiques colonialistes en tête, parce que c'est profondément ancré dans nos systèmes et dans nos connaissances, dans nos pratiques, cela a été marginalisé dans les cadres autochtones et les connaissances autochtones. Donc, ce n'est pas seulement au niveau des politiques, mais dans les systèmes de génération et de connaissances. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'héritage de l'impérialisme et du colonialisme
we have seen our monitoring evaluation system Donc, nous avons vu les have been systèmes heavily donor d'évolution qui ont été très orientés bailleurs, avec beaucoup de demandes de responsabilisation, de responsabilité vis-à-vis de ces bailleurs, donc demande de conformité. Et donc cette évaluation s'est focalisée sur une base de punition, de jugement. Donc en ayant ce système en tête, ce système d'évaluation, ce qui est très lié au système des connaissances de l'évolution, qui a été influencé par les perspectives des colonisateurs. Ce qui signifie que nous devons donner de l'espace à ces perspectives. Even with this very strong influence or last 50 years or 100 years with the strong influence of the donors, the colonizers' perspective, but the field as evaluation as a field, we actually put a lot of efforts to make some changes. That efforts include, as I mentioned, some culturally responsive evaluation as well as indigenous evaluation. Indigenous evaluation includes a lot of different, the evaluation approaches, something called indigenous evaluation framework that has actually, developed in the context Donc of avec une évolution au niveau des cadres, framework and two-axing framework, which developed in the context of the first donc une confrontation au niveau des contextes. Par exemple, nous l'avons vu dans les Premières Nations, dans le contexte du Canada, ou des Maoris en Nouvelle-Zélande, ou en Afrique. Mais toutes ces approches nous donnent quelques idées, car il y a encore des voix autochtones qui doivent se faire entendre. Donc, comme je l'ai dit, je viens de Corée du Sud et j'étais un petit peu entre deux chaises pour essayer de comprendre ces perspectives de la population asiatique qui ont aussi une histoire de décolonisation et les dynamiques de pouvoir qui sont en place. Et certaines de ces approches dont j'ai parlé précédemment, comme l'évaluation au niveau des Maoris, il y a une évolution au niveau de certains groupes spécifiques. Et quand vous travaillez avec ces groupes spécifiques, quand on pense à l'évaluation de la décolonisation de l'évaluation, et les principes de base, les principes clés de la façon dont nous pouvons adapter nos pratiques pour faire mieux, pour améliorer ces pratiques, il y a des choses auxquelles nous pouvons penser quand on réfléchit aux dynamiques de pouvoir, quand on réfléchit à l'histoire colonisatrice. Il ne faut pas regarder ça là d'une manière binaire avec l'Occident contre l'Orient, par exemple, ou le Nord contre le Sud. Il y a d'autres perspectives qui nous permettent de comprendre cette complexité de la décolonisation. Et cela m'a amené à réfléchir à comment nous pouvons véritablement avoir un impact sur la décolonisation de l'évaluation avec des populations qui ont été historiquement colonisées, marginalisées ou oppressées. Donc, je me suis basée sur la littérature et je voulais mieux comprendre ce que la décolonisation de l'évaluation signifie véritablement. Donc, je voulais inviter beaucoup d'acteurs dans ce contexte de l'évaluation, avec différents parcours venant de différentes origines, donc avec, par exemple, des chercheurs boursiers qui avaient des théories sur ces approches de
l'évaluation, ou même provenant des communautés, des populations autochtones, des Premières Nations qui ont été impactées par nos pratiques d'évaluation. Je voulais entendre leur voix et rassembler ces voix dans le contexte de l'évaluation. Donc, je voulais inviter toutes ces personnes, tous ces acteurs, ces protagonistes sur la question de la décolonisation de l'évaluation et transformer cette idée en principe pour savoir comment la mettre en pratique. Donc, je suis partie sur cette conceptualisation, donc avec une base théorique. Tout d'abord, nous voulions donc savoir, essayer de comprendre cette idée du post-colonialisme, voir quels étaient les challenges dans cette dominance de pouvoir dans les systèmes de connaissances et rejeter cette idée binaire, homogène, et donc arriver à découvrir, à démailloter nos propres biais dans ce processus de la décolonisation de l'évaluation et apprendre les effets du colonialisme en apportant un véritable paradigme autochtone et en se focalisant sur la reconstruction. Donc, cela veut dire qu'il y a un mixte entre différentes visions avec une collecte de données pour véritablement comprendre la libération de la population opprimée. Donc, nous avons travaillé donc sur le contexte des États-Unis avec différentes évolutions, différentes théories. Donc, si nous apportons tout cela au niveau de l'évaluation, de l'approche, pour comprendre exactement qui nous sommes au niveau de domination de l'évolution occidentale. Donc, j'ai essayé d'utiliser donc cette méthode mixte qui mélange donc la méthode autochtone ainsi que une méthode conventionnelle avec les focus groups, les enquêtes, les interviews aussi de rue pour avoir un véritable retour des autochtones. Glimpse of the final data, the data collected. So after we did all the data collection, we got a Donc, après total la of 187 collecte de données, participants around the world, avec with 187 different participants partout dans le with the monde, different group evaluation actors, as I mentioned. avec différents acteurs dont je vous ai parlé, et je vais We had commencer avec les membres de la about communauté. 17% On of avait the 17 187 personnes parmi les were the community members. 187 qui And étaient of membres de la course, we had more communauté, than half of the et participants were evaluators. plus de 50% étaient des And évaluateurs. also, we had evaluation scholars and leaders who On avait described and des prescribing a lot of chercheurs approaches and evaluation et theories. dirigeants spécialisés dans 14% l'évaluation. of the À total 14%, participants were the evaluation scholars and leaders. à ce And we niveau-là. also included some Et on a fundraising commissioners, compris également to des share their thoughts financiers et on des decolonizing commissaires pour evaluation. partager leurs idées I sur la also wanted to décolonisation. understand, Et je voulais également some Korean comprendre evaluators. Even though it les was really chercheurs et small, but I dirigeants wanted to coréens, invite to kind of même à bring this petit some niveau, mais je perspective from voulais Korea as well. inviter ces personnes et cette And of perspective course, I coréenne. didn't want to leave out the Et je ne evaluation voulais pas passer à literature, so côté we de la used the littérature published non as plus. well Donc, as on great a literature utilisé la when they were littérature describing, publiée et something grise, about decolonizing evaluation. où il y So avait des at the références end, à la a total of décolonisation de 301 l'évaluation. data Donc, au sources were total, collected to 301 understand sources de decolonizing données evaluation. afin de I just want to quickly show comprendre you the ethnicity la representation among our situation. participants. Et So en you can termes de see there were représentation indigenous and ethnique, First Nation à aboriginal people. 32%, il s'agissait des Take personnes out like a autochtones, 30, Premières 30% Nations of the total aborigènes, population.
donc le plus grand nombre, après 23% blancs européens, 21% asiatiques ou américains d'origine asiatique, également 20% noirs ou afro-américains qui partageaient leurs pensées sur le sujet, ensuite 7% d'hispaniques ou latino-américains, et enfin 3% du Moyen-Orient ou Afrique du Nord. Alors maintenant, je vais partager avec vous les principales conclusions et je vais partager les principes clés pour commencer. Et donc, les principes sont des thématiques clés, des sujets qui ont été mentionnés par chaque personne quand ils ont parlé de la décolonisation. Donc, voilà les principes. C'est pas étonnant le premier peut-être. Je m'appelle quand on a fait notre activité Mentimeter pour partager les idées qui viennent en tête quand on pense à la décolonisation de l'évaluation. Une personne a dit la situation, le contexte. Donc, le premier principe est la réactivité. Et ça veut dire non seulement comprendre le contexte, mais placer les besoins de la communauté au centre de l'évaluation, écouter activement leur voix et s'adapter à la culture, aux croyances, à l'histoire et au contexte locaux. Donc là, on peut penser qu'on voit beaucoup le mot histoire dans ces contextes. Donc, il faut comprendre vraiment l'histoire de cette population, ces membres de la communauté avec qui on travaille. Deuxième principe maintenant qui a été identifié dans les données, la déconstruction. Donc, déconstruire l'état d'esprit, ça veut dire un changement de paradigme en ontologie, axiologie et épistémologie. Donc, une remise en question des approches conventionnelles et impérialistes. Et ça veut dire qu'on crée de l'espace pour des visions du monde local. Troisième principe maintenant, l'autodétermination. Cela peut inclure la participation communautaire, mais ça va au-delà pour reconnaître les droits et les responsabilités des membres de la communauté pour leur donner une autorité depuis la conception jusqu'à l'évaluation, jusqu'à sa mise en œuvre et sa diffusion, un respect des méthodes locales. Ce sont eux qui sont décisionnaires. Ensuite, il y a le relationnel holistique, l'équilibre pour reconnaître la relation dans le contexte de l'évaluation et aller au-delà des systèmes. Souvent, cela demande une réflexion au niveau des systèmes et souvent, en tant qu'évaluation, on est dans une communauté, dans un programme, on regarde un seul programme. Mais quand on parle de la décolonisation, il faut penser plus large et aux connexions avec le monde vivant, le non-vivant et la nature. Et pouvoir naviguer ou gérer des situations complexes. Ensuite, il y a l'éthique et les protocoles culturels. C'est très difficile, ce principe. Ça demande une acceptation par la communauté tout d'abord. Est-ce que la communauté accepte l'évaluateur? Et la conception. Et dans certains cas, il y a un processus de comité éthique où il faut demander une approbation éthique de certaines institutions. Et dans certaines communautés, ils ont leur propre système de comité éthique qu'il faut respecter. Sinon, il faut essayer d'établir les protocoles communautaires en place. Et en même temps, il faut essayer de faire un équilibre entre les pratiques culturelles et les normes éthiques. Quelque chose de très intéressant qu'on a trouvé était le principe de réconciliation.
Ce concept peut avoir l'air un peu faux pour certains évaluateurs, mais cela veut dire, dans ce contexte, que on doit prendre en compte le contexte historique et juridique, avec le respect, la réciprocité et les guérisons par l'évaluation. Ça nous aide à faire un rapprochement des visions du monde autochtone et non autochtone afin de trouver une synergie dans les pratiques et avoir de meilleurs résultats. Le principe prochain est très important, la réflexivité. Il ne s'agit pas de réfléchir simplement aux pratiques, ça va au-delà de ça. Il faut que ce soit quelque chose de très intentionnel et régulier, pas seulement au début de l'évaluation, mais tout au long de l'évaluation. Et en pratiquant cela, quand on comprend sa propre situation, sa propre position, ses hypothèses et sa vision du monde, on peut examiner ses propres préjugés. Ensuite, il y a l'apprentissage et le renforcement des capacités. Ça peut ressembler au principe plus général, mais ça va au-delà. Il s'agit d'un échange réciproque de connaissances. Ça veut dire qu'il faut que ce soit dans les deux sens. On doit reconnaître les personnes de la communauté en tant qu'experts. Et puis en même temps, il faut reconnaître ce qu'il faut désapprendre parce que notre état d'esprit est basé sur des approches impérialistes. Et il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on peut apprendre des connaissances autochtones? Ensuite, il y a la co-création. Il faut reconnaître les membres de la communauté comme des experts en connaissances culturelles. Il faut favoriser la collaboration et le partenariat. Ensuite, il faut reconnaître qu'il n'existe pas de solution unique. Il faut adapter l'évaluation à chaque contexte, reconnaître la diversité et l'approche non universelle. Souvent, en termes de recherche, on veut répliquer les mêmes pratiques. Si ça a marché dans un endroit, ça va marcher ailleurs. Si on pense que les populations sont similaires, mais leur expérience de vie va être différente et c'est important d'y prêter attention. Ensuite, en dernier principe, il faut être axé sur les forces et les atouts. Comme on le sait, nos systèmes sont basés sur les choses qui ne sont pas bien passées, mais cette approche, ce principe nous encourage à reconnaître et utiliser les forces inhérentes aux communautés locales et de respecter leur capacité à relever les défis. Donc, il y a 11 principes ici qui peuvent nous aider dans nos pratiques de décolonisation de l'évaluation. Donc, avant d'aller plus loin et de parler des résultats, j'aimerais savoir comment vous avez vécu ça, partagez votre avis. Donc, selon vous, je vous pose la question, quel principe d'évaluation décolonisante les membres de la communauté ont-ils le plus mis en avant? Donc, à votre avis, quel principe d'évaluation décolonisante les membres de la communauté ont-ils le plus mis en avant? Donc, il y a le code QR devant vous. Il y a le lien également. Donc, vous pouvez voir les principes que j'ai partagés avec vous directement sur Mentimeter. Comme ça, vous n'avez pas à tout retenir par cœur. Donc, vous les avez sur le Mentimeter, vous pouvez faire référence
dans votre réponse. Reconciliation, self-determination. So Réconciliation, some l'autodétermination, yeah, I oui. will probably ask your feedback Oui, again on what was the kind of surprising findings or je not vais peut-être later, demander but let's pick d'autres on tours one plus principle. Which one tard, mais do you think the community members emphasize the c'est most? vraiment ici une question concernant les membres de la communauté. Determination. Ah, Responsiveness and l'autodétermination, self-determination. Seems like there's a lot of self-determination. il y a beaucoup de Others gens qui ont have répondu focused on ça. flexibility, learning, La and flexibilité, capacity building. apprentissage, renforcement des capacités, Responsiveness, la réactivité. relational, holistic. Okay, so it seems like that's for ethics. Alors, Okay, so let me éthique share aussi. Alors, je vais maintenant the partager answer. avec vous la Even though I réponse, would say that this même si there has been, of course, some specific principles that were most il y a des emphasized by certain principes groups. spécifiques qui ont But été again, soulignés par we know certains this groupes en particulier, mais variety of these principles will change when we get on into sait que different ces communities. priorités That's something vont that I really changer want to selon la emphasize. Certain communities communauté. C'est may très important. emphasize more Certaines on communautés certain vont principles than others, right? mettre la So it's not priorité like I don't sur want to kind of give you the certains idea principes. this Donc, was je the ne veux top pas principles that all the community vous members dire will, que tous les emphasize membres de la most. But when communauté we vont get into accentuer ce principe-là. the answer. So Alors, les we have réponses. 3 principles first Donc, across les all trois the groups, principes where first one was fondamentaux. responsiveness, and the En second one premier, was c'était la self-determination, réactivité. and En the deuxième, third one was l'autodétermination. Et en deconstruct. And as troisième, you can see the déconstruction. percentage, Comme that vous voyez, percentage was across, les when we aggregate all the pourcentages, responses from all the groups. But when we il look s'agit at d'une into agrégation de toutes les réponses de different tous les groups, groupes. as you can Et quand see, on the community regarde members, les yes, données the first one was désagrégées, the responsiveness. on voit But les some membres of de la you communauté actually qui ont answered that maybe mis en haut self-determination. la And curiously, of those réactivité. 3 principles, they Et parmi ces emphasize principes, self-determination slightly less than the other ils 2. ont mis And there might be some influence. l'autodétermination This was en actually dessous unexpected des deux findings from autres. my, C'était side as well. un résultat But this might be, kind non of telling attendu. us one, first of all, Et ça nous dit, a lot of the community un, members, beaucoup de membres de la especially when I, communauté, have the conversation with them, quand je parle they avec were eux, saying me disaient their first experience was a lot of the que evaluators or researchers, they don't even understand their dans context. leur So even before we première get expérience into des thinking évaluateurs about the était que les sharing évaluateurs ne power, comprenaient pas giving leur them contexte. rights and giving Donc, them dans cette idée de partage de responsibilities in pouvoir, de evaluation research, responsabilité, but they kind of tells us that a lot of et ça evaluators nous and dit researchers que do not beaucoup even understand our d'évaluateurs ne context. comprennent They don't même even pas try to le understand it. They don't contexte. Ils even ask n'essayent us pas our de needs comprendre and le what contexte. we Ils ne posent want. pas la question So selon, for them, the par first rapport aux kind of besoins des principle communautés. was responsiveness. Donc, And la then also première the chose, other c'était la kind of réactivité. explanation about this finding also tells Et us on peut that expliquer some community members, they ça en don't want disant que to actually certains membres de la play communauté more ne role veulent in evaluation pas and research. avoir They un want rôle to plus have important dans les evaluation as an recherches, mais expert to support them. So ils that veulent means un they expert want pour evaluators to leur make soutenir. certain Ils veulent decisions que related les from the évaluateurs technical prennent side of certaines evaluation. So décisions in that techniques. sense, they Et were dans ce more like a sens-là, participants, not that ils they étaient plus are the comme des one who's leading it. participants. So Ils ne that also dirigeaient pas tells les this recherches. the Et findings as well. And the other thing is because they've been l'autre historically chose, oppressed, and some of the community members il were s'agit de telling me that communautés they don't even historiquement recognize what oppressées. roles they can play in this Et evaluation and research. certains So they membres de la don't even communauté me disaient recognize their qu'ils agency ne and they don't reconnaissent even recognize pas their power la in the capacité ou le context of pouvoir evaluation. qu'ils So ont that's kind of dans ce telling contexte us the current d'évaluation. status Donc, of ça nous our donne une evaluation idée and monitoring du statut systems and what we actuel can do de nos better when systèmes we de think suivi about analyzing d'évaluation et ce qu'on evaluation. peut So améliorer next dans ces principles that I systèmes. want to share with you is Alors, some les principles prochains related principes to some à possible partager avec outcomes vous or benefits that we want to par rapport aux see bénéfices ou in résultats reformalizing positifs evaluation. qu'on veut voir dans So the first l'évaluation. principle was transformation. En premier lieu, la Transformation, transformation. it actually means really changing our evaluation systems Ça and veut dire vraiment making changer le improvements in our système evaluation system at et multiple améliorer les levels, systèmes not only d'évaluation à at the community plusieurs level. niveaux, We non seulement au recognize niveau the communautaire, legitimizing evaluation practice at national level as well as international mais au level niveau and national, environmental level. international That et includes that national, international level, environnemental. includes the grant making system and funding system Et cela and inclut our les systèmes knowledge d'octroi de generation system. subventions et de And the financement other et les systèmes de principles connaissances. as a benefit of Ensuite, en our principe, reformalizing evaluation is, of course, il y a efficiency evaluation. l'amélioration des We really pratiques want to see d'évaluation. improved
C'est quelque chose qui est très important. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une augmentation de la validité, de la crédibilité des résultats d'évaluation et une utilisation accrue de l'évaluation et une amélioration des capacités d'évaluation parmi toutes les personnes impliquées. En troisième lieu, il y a la production de connaissances partagées. Ça veut dire l'intégration des connaissances autochtones dans les discours dominants. Donc, une appropriation des connaissances générées par les membres de la communauté et un transfert de pouvoir dans les systèmes de production de connaissances. Donc, nos journaux, nos articles sont tous situés dans le référentiel de données dans le Nord. Il faut reconnaître cela et changer les systèmes de production de connaissances. Et en quatrième lieu, en termes de résultats, il y a l'équité et la justice sociale pour les groupes marginalisés qui poussent la société à aller plus loin dans l'équité et la justice sociale pour contribuer à une société plus juste et plus équitable. Et cela promeut la souveraineté. Ça veut dire de manière juridique, mais également l'autonomie dans la conception, la planification et les pratiques d'évaluation. Et sur le long terme, il faut que la colonisation se focalise sur la guérison, le renforcement, le bien-être, la résilience, le bien-être holistique des individus et des communautés. Beaucoup de nos participants se sont focalisés sur le succès, alors que ce n'est pas le résultat direct de la décolonisation de l'évaluation. On peut voir que oui, cela aide à améliorer les membres, à faire en sorte qu'il y ait une amélioration au niveau des membres de la communauté et sur la conception de programmes. Et le dernier, c'est la durabilité. La durabilité, donc, qui crée une création de changements durables qui contribuent à la société avec de meilleurs programmes, une amélioration du succès des programmes. Nous avons vu que cela peut contribuer à des changements durables. Ça peut également aider à mettre en place de meilleures pratiques au niveau de la durabilité et une amélioration de la durabilité des résultats. Donc, encore une fois, je voudrais vous inviter à partager vos idées, ce qui vous vient à l'esprit sur ces trois principes de résultats. Quels ont été, selon vous, quels sont les trois principes de résultats qui ont été les plus mis en avant par l'ensemble des groupes? Alors, je vais rentrer dans le Mentimeter. Donc, essayez d'en choisir trois principes de résultats qui ont, selon vous, été le plus mis en avant par l'ensemble des groupes. Oui, le bien-être. Équité. Alors, une amélioration de l'évaluation des pratiques de l'équité, la justice sociale, transformation, souveraineté, équité, durabilité, justice sociale, souveraineté, durabilité, partage des connaissances, équité, transformation, justice sociale. Donc, il semblerait qu'on ait beaucoup d'équité et justice sociale.
partage des connaissances. Okay, any more responses? Alors, est-ce qu'il y a d'autres Okay, it réponses? seems like so Très far, bien. On dirait the que most responses, I mean the principle that les principes qui, selon used vous, by all ont été le plus mis en participants avant par les was groupes equity and social sont justice. So let's l'équité et see la the justice sociale. result. Donc, Back regardons to les our résultats. Je findings. reviens à So mes the top 3 conclusions. outcome principles. Donc, Yes, les actually, the trois first one premiers. was improve Donc, the le evaluation premier, practice. c'était And the l'amélioration des second pratiques one, d'évaluation. Le deuxième, la transformation transformation. and shared knowledge. So Et le troisième, le actually, partage des equity connaissances. and social justice was not Donc, the first l'équité et la one, justice sociale, but ce improve n'était the pas le evaluation premier. practice. Well, it's somewhat maybe expected because this is like Donc, decolonizing evaluation je suppose que vous practice, right? l'attendiez quand même un petit peu parce qu'on est en train de parler dans la décolonisation des pratiques d'évaluation de la pratique d'évaluation. Donc, si on divise les groupes pour les membres de la communauté, il y a donc un peu de distance par rapport à la pratique. Donc pour eux, au niveau des changements qui affectent leur vie, et qui incluent des changements systématiques au niveau de la communauté, au niveau national, il y a quelques différences entre les évaluateurs, par contre, et les universitaires et dirigeants. Ils se sont focalisés beaucoup sur les pratiques d'évaluation, puisqu'il y a de meilleurs résultats avec une meilleure validité, une meilleure crédibilité. Donc oui, ils ont mentionné la transformation, mais il y a plus de focus sur l'amélioration de notre pratique d'évaluation et de la définition de l'évaluation. Donc c'était assez en ligne, assez similaire au niveau des bailleurs de fonds. Donc, nous avons reconnu qu'il fallait changer notre système et ça nous donne le statut actuel sur la façon dont nous voyons la décolonisation de l'évaluation et dont nous comprenons comment la mettre en pratique avec les chercheurs qui nous disent qu'il nous faut changer nos systèmes à un haut niveau. Et donc, comment mettre en place ces principes dans nos pratiques? Donc, j'ai reçu beaucoup de retours des participants. Beaucoup d'entre eux il y avait des effets environnementaux qui affectaient la décolonisation de l'évaluation. Par exemple, il y a eu des questions sur est-ce que l'évaluateur a assez de capacité pour mettre en place cette décolonisation? Quelle est leur identité? Est-ce que leur identité est nationale? Ou est-ce qu'il s'agit d'identité ethnique, culturelle? Est-ce que l'évaluateur a vécu dans la communauté? Et quel est son rôle également? Quel rôle attendez-vous de l'évaluateur dans ce processus de décolonisation? Parce que lorsqu'on pense à notre rôle, à comment nous pouvons mettre en place ce changement de pouvoir en pratique, et donc il y avait des facteurs intéressants au niveau, qui étaient liés au contexte, liés aux ressources. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé des ressources, pas seulement du temps ou du budget, mais du facteur humain. Et donc, au tout début de la conception du programme ou à la fin du programme, au niveau de l'évaluation, quand c'était important de mettre en place cette évaluation et de la décoloniser. Et donc, c'était l'objectif ici de l'évaluation. La plupart du temps, donc, il est déjà développé par les bailleurs. Et donc, il questionnait si cela ou non avait du sens dans cette décolonisation de l'évaluation. Il y a eu également donc la question des bailleurs, des financeurs.
dans sur comment décomposer cette pratique de l'évaluation dans les exigences et les systèmes de financement. Comment décoloniser ce système de financement? Est-ce que les bailleurs ont un intérêt à décoloniser leur système ou leur programme? Comment les impliquer dans le processus de décolonisation? Nous avons également eu des facteurs environnementaux comme la conception du programme, parce que parfois, il nous faut regarder la conception du programme qui est déjà basé, qui a déjà été construit autour d'une perspective de colonisateur et non pas avec une perspective de la communauté. Et donc, pour améliorer cela, étant donné que les bailleurs ont déjà défini le programme et comment évaluer le succès du programme, les réussites du programme, donc je sais que tout ça est très complexe, tous ces principes des décolonisation de l'évaluation, avec beaucoup de facteurs environnementaux, mais au final, à la fin de mon étude, lorsque j'ai essayé de trouver donc des thèmes, des repères, je me suis sentie aussi un petit peu dépassée. Et je suis arrivée au point où, oui, la décolonisation, est-ce que c'est une réalité? Je pense que ça fait partie de la flexibilité. Nous devons nous pousser, pousser un élan, pousser vers cette challenge. Et donc, avec tous ces résultats, j'aimerais vous poser la question de à quel point êtes-vous surpris de ces résultats ou pas du tout? Est-ce qu'il y a des principes qui vous ont paru attendus ou d'autres qui vous ont un peu surpris? Et donc, avant de vous demander les détails, j'aimerais savoir à quel point vous êtes surpris par le résultat. Donc, je vais lancer le multimeter. Donc, à quel point êtes-vous surpris par les résultats? C'est ma première question. Beaucoup, un peu, pas du tout surpris, ou je n'avais aucune attente. Oui, il y a beaucoup de principes, je pense que vous connaissiez déjà. Anyone want to share a little bit more? Didn't have an expectation, didn't know what to come. Yes. Alors, Okay, so then let me move to the next one. Alors, je vais passer à la prochaine question pour que vous puissiez partager un peu plus vos retours en détail. Donc, j'aimerais que vous me disiez ce qui vous a surpris ou pas du tout. Ce qui vous a surpris et ce qui ne vous a pas du tout surpris. That's open-ended. You can share. I think there was I forgot C'est une someone was question sharing. ouverte. There was surprise that something didn't come up in the findings. Yes, I think somebody Oui, mentioned. je pense il me semble que quelqu'un a mentionné le fait qu'ils étaient assez surpris sur le fait que l'utilisation de différentes langues n'avait pas été inclus dans les principes. Alors, au niveau des langues, c'était inclus dans la partie la partie réponse par rapport à l'adaptation au contexte local. Mais ce n'est pas ressorti comme quelque chose comme un principe principal, mais plutôt comme une sous-catégorie.
Oui. Alors, dans les retours ici, nous voudrions savoir comment ça fonctionne en pratique. Un peu surpris. C'est la réponse qui nous a le plus surpris. Alors, ok, donc on va aller voir comment tout cela se met en pratique. Je vais retourner à ma présentation et je peux... Voilà. Alors, avant de me lancer là-dedans, j'aimerais vous montrer cette représentation visuelle de la décolonisation de l'évaluation qui a été créée. Donc, en ayant en tête les principes de la page précédente, donc nous avons séparé de manière un peu différente. Donc, les principes ici ne sont pas séparés comme les principes uniques. On avait beaucoup de participants de différents groupes qui ont reconnu cela et qui ont souligné le fait que ces principes sont interconnectés dans l'écosystème de l'évaluation. Donc voilà comment, alors j'imagine que peut-être ce visuel était un peu difficile à digérer, un peu complexe, mais voilà comment ces principes sont interconnectés et cela est reconnu donc par les personnes de la communauté. Ils reconnaissent leur autodétermination, leur pouvoir, leur droit, évaluation. Donc, vous avez les petits personnages qui représentent les évaluateurs, les bailleurs, et donc avec 3 couches de déconstruction de l'esprit et de reconnaissance d'un changement de paradigme au niveau de l'ontologie, de l'axiologie, de l'épistémologie. Donc, qui challenge, met au défi notre vision conventionnelle. Et donc, avec ces 3 cercles, ces 3 couches qui représentent différents niveaux de décolonisation au niveau micro, macro, méso, lorsqu'on parle de la décolonisation de l'évaluation. Mais je ne vais pas passer trop de temps sur ce visuel, parce qu'on peut passer un petit peu plus de temps sur la partie pratique. Donc, lorsqu'on pense à l'application des principes d'évaluation décolonialisantes, on pense tout d'abord à la phase de conception. Et donc, en fonction de ce que vous faites, de la conception, vous avez différentes activités, différentes phases, et vous pouvez changer ces activités, ces phases. Et les activités clés, les 3 activités clés dont nous avons parlé, lorsque nous faisions une révision de nos valeurs et suppositions. Et donc, ces 3 étapes, les valeurs et hypothèses, l'objectif, l'orientation et la conception de l'évaluation. Et donc, nous sommes posé la question de quels sont les principes de chaque catégorie. Donc, pour les principes de décolonisation, il y avait la déconstruction de notre pensée, mais aussi la réflexivité comme principe, l'éthique et les protocoles culturels, le relationnel, holistique et l'équilibre. Et les autres principes pour l'évaluation, les objectifs et l'orientation de l'évaluation étaient la réactivité et l'autodétermination. Nous avons également, donc au niveau de la conception de l'évaluation, la réactivité et la co-création. Et il n'existe pas de solution universelle. L'axe sur les forces et l'évaluation et l'apprentissage et le renforcement des capacités. Donc, c'est la façon dont nous l'avons mis en place. Donc, nous avons essayé de mettre en place ces principes. Nous avons listé tous les principes et pour savoir lesquels s'appliquaient où. Et donc, ça nous a aidé à poser la question, par exemple, pour les activités valeurs et hypothèses,
Nous avons discuté avec toute l'équipe d'évaluation sur donc ces activités. Est-ce qu'il y a une réflexivité ou non? Est-ce qu'il y a une déconstruction ou non? Donc, juste quelques phrases, juste. Est-ce que je vais vous partager un petit exemple. L'évaluation avait inclus les valeurs des bailleurs, et quand on a reconnu qu'il y avait une valeur forte des bailleurs dans l'évaluation, on s'est demandé donc comment mettre la communauté en priorité dans l'évaluation. Donc, nous avons posé la question sur comment aligner ça avec la conception de l'évaluation dans les méthodes, dans la collecte de données, dans le dialogue, dans des réunions. Donc, ce sont des méthodes que nous avons essayé d'utiliser pour donner du pouvoir à la méthodologie que nous voulions choisir. Donc, même au niveau de la conception, nous avons essayé de comprendre comment cette conception peut faire renforcer la capacité des communautés dans de futures évaluations, donc sans utiliser cette évaluation juste simplement pour obtenir des informations des membres de la communauté ou du pays, mais avec une conception intentionnelle pour renforcer les capacités de la communauté. Donc, nous avons invité les membres de la communauté en tant que co-évaluateurs. Donc, pour nous, ce n'était pas seulement les membres de la communauté, mais les membres partenaires, donc avec des méthodes de réponse culturelle, en utilisant des instruments adaptés. Donc, lorsque nous avons mené en place l'évaluation et avec des activités au niveau de la phase d'évaluation, nous avons utilisé des activités de collecte de données avec différents cadres. Donc, sur la réactivité, le relationnel, le côté relationnel, holistique, équilibre. Alors, pourquoi nous avons rajouté ça? Parce que lorsque nous sommes partis sur les cadres de l'évaluation, nous avons reconnu le fait que les bailleurs avaient leur propre intérêt. Donc, il fallait nous assurer que notre cadre d'évaluation utilisé allait répondre aux deux parties, aux deux côtés. Donc, comment le cadre de la communauté autochtone pouvait guider notre évaluation et dans le même temps, comment les politiques d'évaluation pouvaient trouver leur équilibre. Donc, nous avons essayé de trouver un équilibre entre les priorités des communautés et les priorités des bailleurs. Donc, nous avons essayé d'aligner ces activités dans le cadre autochtone, en ligne avec la vision des membres de la communauté, mais également des bailleurs, pour les aider à comprendre comment le fait d'avoir des mesures un peu plus holistiques, ce serait important pour la communauté, pour les membres de la communauté. Et dans la collecte de données, nous avons essayé de mettre en place donc l'éthique des protocoles culturels. Comme je vous l'ai dit, l'éthique et les protocoles culturels incluent l'acceptation de la communauté et aussi essayer de trouver s'il y a d'autres processus dans la communauté qui pourraient permettre leur approbation tout en essayant de trouver un équilibre avec les standards éthiques. Donc, en apportant de manière intentionnelle la production de connaissances partagées avec les partenaires, les membres de la communauté et en partageant. Donc, on a fait un exercice de partage
des résultats préliminaires avec les participants. Donc, on n'a pas entendu la fin de l'analyse. Nous voulions partager les progrès au fur et à mesure avec eux. Et dans l'analyse de données, nous avons essayé donc de mettre en place les principes d'autodétermination, la production collective de connaissances. Donc, nous avons essayé de manière intentionnelle, de bien clarifier comment avoir ces approches décolonisatrices pouvait augmenter la validité, la crédibilité de nos résultats. Et donc, en travaillant sur l'analyse, petit à petit, nous avons demandé qui s'impliquait, qui pouvait s'impliquer dans l'analyse des données, dans la partie technique ou dans les données quantitatives, qualitatives, avec des analyses somatiques. Et donc, bien sûr, avec les évaluateurs, nous avons invité les partenaires et nous avons essayé d'utiliser de partager tout ça dans les langues locales, partager les résultats. Et donc, quand nous avons collecté les données, nous avons transformé ces données dans des termes techniques, certes, mais aussi en leur permettant de bien comprendre les résultats, de comprendre, d'utiliser leur langue. Donc ici, par exemple, nous avons fait un exercice en faisant des sessions dans les communautés pour leur faire comprendre les résultats avec des transcripts. Ce qui ne signifie pas qu'il n'y a pas de challenge dans ce processus. En entendant les voix de certains participants, la plupart des challenges étaient des facteurs contextuels et ce sont des facteurs à prendre en compte lorsqu'on met en place de la décolonisation de l'évaluation. Donc, j'aimerais avoir vos ressentis, quels sont les défis que vous prévoyez lors de l'application, que vous envisageriez lors de l'application des principes d'évaluation décolonisante dans sa mise en œuvre? Est-ce que vous en avez rencontré? Donc, pour simplifier un peu tout ça, je vous donne des options pour identifier les challenges. Donc, vous pouvez donner une note ou changer l'ordre de ces facteurs, de ces challenges. Donc, on peut voir le manque de temps, le temps limité, oui. Le temps, encore une fois. Alors, j'attends un petit peu d'avoir d'autres réponses. Les contraintes sur les ressources, les exigences des bailleurs. Ok, donc la plupart des personnes ont répondu le temps étant le facteur le plus difficile et ensuite donc les demandes des bailleurs, les contraintes de ressources et le temps. Je pense que nous sommes d'accord, nous sommes tous d'accord sur le fait que tous ces facteurs sont des facteurs assez complexes, même si on essaie de les classer par ordre d'importance. Je pense que oui, le temps a été peut-être le plus important, mais également les contraintes budgétaires et les exigences des bailleurs. Je pense que ils étaient très intéressés, plus que ce que je n'imaginais, à nous aider à mettre en place ces principes de décolonisation. Et donc, je passe maintenant aux dernières pages de ma présentation. Donc,
ce qui nous a aidé à montrer quels sont les principes que nous pouvons véritablement mettre en œuvre dans la dernière phase de l'évaluation pour la présentation des résultats et la communication sur les résultats. Donc, il y avait la réconciliation dans les principes de décolonisation avec l'intention véritable de créer un sentiment de soin, de bien-être, pour avoir une véritable compréhension de la transformation avec ce changement, mais aussi de la souveraineté, la gouvernance de la communauté. Je vais passer là-dessus un peu vite parce que je manque de temps et les activités importantes que nous pouvons mettre en place sont le renforcement des capacités. Donc, j'aimerais partager avec vous un dernier dans nos pratiques. Et donc, nous avons commencé avec les principes à discuter les premiers principes. Donc, à gauche, vous pouvez montrer les types d'activités que nous avons mis en place. Et à droite, les challenges que nous avons rencontrés lorsque nous avons mis en place ces principes. Donc, pour être vraiment réactif dans ces contextes avec les communautés. Donc, pour être réactifs, nous devions reconnaître que nous avions à déconstruire notre pensée, utiliser la réflexivité comme stratégie pour nos réflexions au niveau des groupes, avec les évaluateurs, avec les membres de l'évaluation. La plupart du temps, nous avions avions des parcours similaires, mais nous avions des valeurs bien différentes malgré ça. Donc, nous avons dû réconcilier nos valeurs au fur et à mesure de la mise en œuvre et de la conception. Et en discutant de l'évaluation, des méthodes, des activités que nous pourrions mettre en place, nous avons commencé à parler des protocoles culturels et d'éthique. Avec l'éthique, les protocoles culturels, le relationnel holistique et l'équilibre. Donc, c'est pour véritablement apporter une consultation locale. Donc, nous avons communiqué avec les bailleurs. On leur a dit que nous voulions faire participer les partenaires locaux dans cette évaluation. Donc, nous sommes assurés de parler la langue locale, de communiquer avec les gouvernements locaux et d'avoir leur accord, même si cela allait prendre plus de temps. Donc, ça peut-être changer notre emploi du temps, notre calendrier, mais tout a été approuvé et ils étaient intéressés, ils avaient envie de nous donner plus de temps pour avoir cette réflexivité et réactivité de la part de la communauté. Et même au niveau de la finalisation, nous avions encore des contraintes de temps. Et c'était un véritable challenge. Nous avons dû attendre l'approbation de la communauté. Et donc, nous avons dû attendre plusieurs semaines pour avoir cette approbation finale. Et même la localisation était un challenge. Nous avions des bailleurs qui étaient assez flexibles.
Mais ils avaient déjà fixé le budget. Donc, nous avons dû allouer une partie de notre budget qui était censé payer nos évaluateurs. Nous avons dû allouer une partie de ce budget à nos partenaires locaux et certains d'entre nous n'ont pas été payés. Et donc, je pense que effectivement, ce n'est pas une bonne pratique, mais nous avons dû sacrifier cette partie-là pour mettre en place cette pratique de décolonisation. Et donc, en développant les outils, nous avons travaillé au renforcement et nous sommes focalisés sur nos actifs, nos atouts. Et donc, lorsque nous avons mis en place les interviews, nous avons mis en place ces principes. Et dans le même temps, nous avions des challenges avec les participants et les bailleurs pour réviser et revoir ces principes. Donc, nous avons écouté les personnes, identifié les pratiques oppressives. Nous avons écouté les différentes façons suggérées par les participants pour améliorer la confiance, parce que ce soit les bailleurs ou notre partenaire, ils voulaient véritablement voir des changements systémiques. Donc, nous avons rencontré des challenges pour ramener tous ces partenaires à la même table pour travailler à une véritable réconciliation. Et au niveau de l'évaluation finale, nous sommes vraiment focalisés sur le renforcement des capacités et la durabilité en tant que principe de notre évaluation. Et nous avions bien entendu un budget limité, comme je l'ai déjà dit, donc des problèmes au niveau un manque de ressources. Et nous avions eu affaire à des changements au niveau du gouvernement. Donc, ce cas illustre la façon dont nous avons mis en œuvre ces principes, tout en rencontrant et en reconnaissant ces challenges et en essayant de naviguer à travers cela dans le processus. Donc, je sais tout pour moi. Je sais que j'ai dépassé mon temps. Et oui, alors c'est la dernière page. Donc, je vais laisser la parole aux participants et arrêter de partager mon écran. Merci beaucoup, Minji. Je pense qu'il y a eu beaucoup de commentaires. C'était une présentation excellente qui nous a beaucoup aidés. Les gens ont demandé beaucoup de ressources, un suivi, peut-être avec des groupes de travail. Donc, merci beaucoup à vous. Et j'ai remarqué qu'il y a eu des questions dans le chat. On va regarder le chat ensemble. Mais vous pouvez faire une petite pause de 5 secondes, hein, peut-être entre-temps, si vous avez besoin de boire un verre. Mais je vais vous rappeler les questions. Donc, on a eu une question. Ouais, peut-être choisissez une question. On a une question de Nabil qui dit, au quotidien, on est rarement en contact avec des communautés indigènes. On travaille avec des collègues. C'est quelqu'un qui travaille à CIRAD. On travaille avec des collègues, des chercheurs, des techniciens et des agents de développement. Donc, à quel point les principes présentés peuvent être appliqués dans ces cas? Et une autre question qui est liée, mais un petit peu différente. À quel point est-ce qu'on prend une approche asymétrique quand on prend en compte les... Je vais reprendre la question, pardon. Ça veut dire, alors je vais reprendre la première question d'abord. Pour la première question, vous avez différents partenaires, comme des partenaires au niveau local, des membres de la communauté indigène, des chercheurs locaux, et puis également des partenaires. Et moi, je pense que la meilleure façon de faire, c'est de réunir tous ces partenaires autour de la table et, si possible,
travailler ces principes de décolonisation ensemble pour discuter quel principe peut être mis en avant dans sa pratique et dans le contexte de l'évaluation et du programme. Et comme vous l'avez dit, certains membres de la communauté ou des partenaires communautaires ou des chercheurs communautaires peuvent avoir envie d'avoir un rôle plus important, de jouer un rôle plus important. Alors que dans d'autres cas, selon le contexte de la communauté, ils ont une capacité, une structure pour mieux travailler et peuvent organiser des ateliers pour les personnes externes. Et c'est quelque chose qu'on peut faire en première étape. Donc, reconnaître les principes ou choisir les principes qu'on va utiliser en priorité. Donc, ça, c'est la réponse à la deuxième question. À la deuxième question, c'était sur... est-ce que vous pouvez me rappeler? Alors, vous avez parlé des communautés indigènes en tant que groupe uniforme et la question porte sur comment prendre en compte la diversité des valeurs, des avis, des intérêts au sein de ces communautés qui ne sont pas forcément uniformes. Tout à fait, tout à fait. On le voit dans un des principes qui parle du côté non universel. Ça fait dans l'évaluation. Donc, si on a fait des recherches dans certaines communautés et on va dans une autre communauté qui est le même groupe indigène, on se dit, bah, ça va marcher avec ce groupe aussi. Mais non, il faut rejeter cette idée parce que même si ces communautés ont des identités en commun, ils n'ont pas forcément la même expérience vécue. Donc, il faut être conscient du fait que si vous avez déjà travaillé dans une communauté similaire, il faut reconnaître que une autre communauté va avoir une autre expérience vécue. Il ne s'agit pas de communautés homogènes. Donc, il faut vraiment penser à ça quand on pense à la décolonisation de l'évaluation. Il faut essayer de comprendre les différences, la diversité au sein de ces groupes. Merci, Minji. Après, on a eu une question de Sophie Nick. Peut-être vous pouvez poser la question live, Sophie, ou je lis votre question pour vous. Merci beaucoup. Merci pour votre présentation. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, tout à fait. Moi, je voulais savoir, selon votre présentation, je voulais votre avis sur la différence entre la décolonisation de l'évaluation et la capitalisation. Parce que dans l'évaluation, c'est une approche du haut vers le bas. Et vous avez parlé des approches d'en bas vers le haut avec la décolonisation, qui est l'esprit même de la capitalisation. Alors, je voulais savoir votre avis sur la différence entre les deux, s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est une question très difficile. Je pense que ces façons de faire capitalistes étaient vraiment intégrées dans nos méthodes de travail et on est en train de transformer nos systèmes d'évaluation et il s'agit d'une thématique très forte quand les participants ont parlé de la décolonisation. On essaye de bouger de notre approche traditionnelle, conventionnelle, qui est basée sur une idée capitaliste, qui est d'en haut vers le bas.
Et quand on décolonise l'évaluation, il faut que ce soit fait au niveau de la communauté pour qu'ils puissent être autonomisés, pour qu'ils puissent retrouver leurs droits. Et il faut faire le lien intentionnel avec un changement systémique, pardon, pour changer notre système, même le système d'octroi de subventions, de financement. Et on a vu un début de changement du côté des financeurs. Et maintenant, ils vont inviter les communautés à dire ce dont ils ont besoin, comment on peut vous servir au mieux, comment on peut fournir ce dont vous avez besoin. Donc, les donateurs, les bailleurs, ils ont leur rôle pour créer cet espace. Et les membres de la communauté ou les partenaires peuvent vraiment être autonomisés et on peut leur redonner le pouvoir. Et c'est comme ça qu'on peut considérer la décolonisation de l'évaluation par rapport aux approches conventionnelles traditionnelles. Merci beaucoup, Minji. Nous avons une question également de Gaia Tenkorki. Désolée pour la prononciation. Je ne sais pas si vous voulez partager votre question ou est-ce que je vais lire pour vous? Merci, Chloé, sans souci. Merci. Alors, la question était, comment est-ce que les évaluations décoloniales peuvent être mises en œuvre et pratiquées dans un contexte de plus en plus hostile, avec les coupes budgétaires, un manque de reconnaissance de l'importance de la coopération et la solidarité internationale? Donc, une question vraiment actuelle, contemporaine. Alors, c'est très difficile. J'ai reçu beaucoup d'histoires des participants quand on parlait de la décolonisation. Certains ont dit que cette approche est appropriée que dans certains contextes. Et moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Ça dépend. Ça dépend jusqu'à quel point on peut mettre en pratique ces principes. Peut-être dans certains contextes, on peut appliquer un seul principe. Et pour moi, je pense que ça peut aller comme ça, même avec un seul principe. À long terme, ça va créer du changement. Mais dans ce contexte spécifique, je pense que j'essaierai d'amener le principe de déséquilibre holistique. C'était une thématique parmi tous les participants. Quand on fait face à des situations vraiment difficiles, il faut comprendre les relations entre les partenaires. Parce que cette thématique comprend la création de confiance. Il faut commencer avec ça, avant les principes. Et en naviguant ces situations hostiles, difficiles, il faut trouver l'équilibre entre les besoins de la communauté et les intérêts des agences de développement. J'ai reçu des commentaires critiques aussi de collègues parce qu'ils ont dit, c'est comme ça, c'est très lent, on ne va pas changer les systèmes. Mais en même temps, moi, je crois dans les petits pas. Ça peut vraiment amener un changement dans nos systèmes. Et je pense que c'est tout ce que je peux dire sur ces situations difficiles. Merci beaucoup, Minji. Nous avons une autre question dans le chat. Donc, je vais passer la parole à Sanskriti. Merci beaucoup. Alors, ma question est, comme il n'y a pas d'approche universelle pour les évaluations et les communautés, comment est-ce que les organisations peuvent développer des pratiques standardisées qui soutiennent les processus plus décolonisés, sensibles au contexte? Je pense que j'ai la même difficulté quand j'ai développé ces principes.
Certaines personnes pensent qu'il s'agit de quelque chose de standardisé. Donc, mais non, il faut penser à comment les présenter. On peut pas dire standardisé, mais des bonnes pratiques peut-être. Il ne s'agit même pas de meilleures pratiques, parce que là, c'est capitalistique aussi, parce qu'il s'agit d'un ordre, je dirais plutôt des bonnes pratiques ou des choses à partager avec d'autres personnes. Et vous pouvez développer ces pratiques et que avant d'appliquer ça dans une communauté, et ça a été notre plus grande erreur, on pense qu'il y a des choses à appliquer dans certaines communautés, mais avant d'appliquer des principes, il faut, comme la question précédente, toutes les communautés sont différentes. Donc, avant de commencer et appliquer aveuglement les standards, il faut revoir les pratiques avec les membres de la communauté. Est-ce que eux, ils sont impliqués? Est-ce qu'ils pensent que ça reflète leur expérience vécue? Et il faut vraiment comprendre leur expérience vécue avant d'amener ces bonnes pratiques aux standards. Donc, voilà ce que je suggère. Il faut poser la question aux communautés avant pour qu'ils puissent revoir avant la mise en œuvre et la conception du programme. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Minji. Merci, Chloé. On va mettre un terme à cette rencontre, mais remercier également nos interprètes, Caroline et Sarah, qui ont permis à cette rencontre d'être bilingue. Vous avez encore plein de questions sur le chat. Non, c'est Chloé qui fait part de son expérience, qui parle de comment avancer masqué, notamment sur l'intégration d'une perspective féministe dans l'évaluation. Alors, sans doute que ça peut être intéressant justement de s'interroger sur des façons d'avancer avec quelques pas chassés. Vous dire oralement, ça a été aussi dit sur le chat, qu'il y aura une suite ou en tout cas une forme de capitalisation, je ne sais pas si tu as bien grand mot à cette rencontre, donc sous forme d'un replay disponible sur YouTube, sous forme également de la mise à disposition de la présentation et probablement, ça a été confirmé d'ailleurs par Chloé, de ressources bibliographiques pour aller plus loin. Voilà, en tout cas, merci encore Menji pour cette présentation et je me joins du coup aux remerciements qui sont nombreux sur le chat. Et probablement d'autres web ateliers CIRAD F3E à envisager. Mais pour l'instant, il n'y a pas de date arrêtée. Ils auront sans doute lieu en 2026. Je vous remercie. Chloé, peut-être le mot de la fin? C'est piégeux ça. Bah, tout a été dit, donc oui, on vous tient au courant des prochains webinaires qui peuvent s'organiser. On pensait notamment inviter une personne qui travaille chez Christian Aid et qui nous parlera de la spécificité des collaborations entre ONG et recherche. Bon, elle n'est pas encore au courant, sauf si tu en as parlé. Du coup, à Vous prendre avec des envoyer un mail. pincettes. Ouais, bah, très bien, super. Parfait. Eh bien, écoutez, très bonne fin de journée. Merci encore, Menji, et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci à toutes et tous.